Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le podcast Désorienté. Là, on est sur le quatrième épisode. C'est un épisode assez spécial qui va porter sur le sujet suivant, les inégalités sociales. C'est un format A4. Je vous rappelle ce qu'est Désorienté. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours. Donc, on va parler de différents parcours, mais en même temps, on va parler aussi de sujets ou de thématiques spécifiques autour de l'orientation. Ça peut être, comme aujourd'hui, l'inégalité sociale, mais ça peut porter aussi sur d'autres choses, sur l'autocensure, sur l'orientation subie, sur plein d'autres thématiques. Et pour m'accompagner sur ce sujet spécifique, je suis accompagné de trois personnes, avec une première personne qui est Ilias. C'est moi. Ilias, est-ce que tu peux te présenter aussi, voilà, en quelques mots, ce que représente pour toi le terme inégalité d'un point de vue plutôt orientation et parcours professionnel? Eh bien, déjà bonjour, salut, Bonjour. Bonjour. salut à tous. Moi c'est Ilias. Déjà merci encore une fois pour l'invitation, Johan. C'est Plaisir. trop cool d'être là. Alors c'est toujours dur de se présenter, surtout en premier. Du coup, C'est moi pour je ça que je t'ai travaille. demandé, hein. Ah ouais, c'est voilà. On me jette sous le bus en premier, comme ça, je détends le truc tout de suite. Pour faire ça, moi aujourd'hui, je travaille dans l'associatif. J'ai 27 ans, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai fait tout mon parcours scolaire en France. Et la question sur les inégalités sociales dans le parcours scolaire, je dirais que, en fait, c'est drôle parce qu'en venant, j'ai essayé justement de ne pas me sentir influencé ou de faire une quelconque recherche pour éviter de donner peut-être une définition trop scolaire et plus m'apparenter à ce que moi j'ai pu vivre, par exemple. Je dirais que pour moi, les inégalités sociales, c'est plus le fait de se sentir peut-être contraint de devoir rentrer dans une case pour avoir les mêmes chances que tout le monde. Hmm. Je dirais plus ça comme ça, dans un sens où parfois on se sent forcé de suivre un chemin j'allais dire par nécessité pour pouvoir atteindre un objectif qui au final ne va pas nous plaire au final. Hmm. Je Ok, dirais ça comme ça à chaud. ok, très bien. On va rebondir sur ce que tu as dit juste après. Super. Kenza, Oui. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Kenza. major de promo. Donc j'ai 23 ans. Et moi aussi j'ai fait tout mon parcours scolaire en France. Donc je viens de terminer mon master. Donc là je travaille en événementiel. Voilà. Et du coup pour moi, si je devais résumer les inégalités sociales, c'est que déjà on n'a pas tous le même bagage et en fait on part pas tous avec les mêmes chances. Et ce qui fait que pour atteindre des objectifs, certains devront en faire plus que d'autres. Hmm. Donc voilà. Ok, ok. Quentin, Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans. Donc j'ai aussi suivi donc tout mon parcours scolaire en France. Donc j'ai un master. Et pour moi, donc les inégalités sociales, ça représente vraiment le fait de ne pas forcément avoir accès aux mêmes ressources, aux mêmes possibilités dans un monde où justement on est censé être sur un pied d'égalité. ok. Mais tu as repris les études là, non? Tu m'avais pas Alors, dit que tu avais je repris. me suis formé, j'ai Ok. repris partiellement justement sur toute l'année dernière et maintenant j'ai repris un job et maintenant Ok, là, disons que je travaille sur mon projet personnel à côté et ok, d'accord. tout Ouais. en continuant. Ouais. Parce que ça me disait que ça, C'est quand tu as ça, dit que tu avais fait le master, il me semblait que tu avais repris c'est aussi. ça, j'ai Ok. repris un peu, oui. Alors, donc là sur la, vous avez chacune et chacun donné une définition, ou du moins ce que ça représentait pour vous. Je vais donner une définition assez, voilà, enfin, voilà, que j'ai repris sur Internet. Euh, une inégalité sociale désigne une différence d'accès aux ressources, aux opportunités et aux conditions de vie entre des individus ou des groupes sociaux. Ça repose non pas sur les mérites ou efforts personnels, mais sur des facteurs comme l'origine sociale, le revenu, le sexe, l'ethnie ou le lieu de vie. Ces inégalités se manifestent notamment dans l'éducation, l'emploi, la santé, la culture ou encore le pouvoir. Elles sont souvent structurelles, elles s'auto-renforcent à travers le système scolaire, les codes sociaux ou encore les réseaux. Est-ce que déjà dans cette définition, alors je pense que chacune et chacun vous avez donné une part de cette définition.
Vous, qu'est-ce que cette définition vous inspire? Et à titre personnel, est-ce qu'il y a justement une situation qui vous a fait sentir une forme d'injustice sociale, une forme où on vous a mis en évidence voilà, une inégalité sociale en fonction d'un des critères, que ce soit au niveau de l'origine sociale, le revenu, l'ethnie ou autre? C'est toujours le moment de blanc, là, il y a la réflexion, qui va prendre la main? Vas-y, Quentin, je te sens Ok. chaud là. Alors, personnellement, et je pense qu'on s'en rend compte peut-être plus tard, parfois je pense qu'on le subit, mais sans réellement s'en rendre compte justement. Moi, par expérience personnelle, justement, c'était à la fin de ma seconde, justement, déjà sans avoir suffisamment, encore une fois, de ressources, je pense, à disposition pour pouvoir faire mon choix. Euh, on va dire, presque subi une orientation qui devait m'être désignée. Et c'est vrai que je me suis battu contre et j'ai réussi à m'orienter où je le souhaitais, mais Quel ça a type été difficile. d'orientation on t'a imposé? Donc à l'époque, j'étais donc en seconde générale technologique, plus tournée technologique, et j'avais décidé donc à travers les options que j'avais pu découvrir, donc à l'époque de changer de lycée pour faire une première ES, puisque ça m'intéressait justement, surtout sur la partie économique et sociale principalement. Euh, et c'est vrai qu'arrivé à mon conseil de classe, on m'a directement dit non, ça ne sera pas possible. Donc, sans Donc, vraiment m'expliquer pourquoi. Et c'est vrai que c'était ça a par rapport été. à tes notes ou par rapport à... Alors, j'ai toujours été un élève donc moyen. J'arrivais à m'en sortir. Donc, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi. Surtout que je m'étais vraiment investi en plus dans mes options, justement, qui pouvaient mener vers ce choix. Et donc, on m'a dit non. Et sans dénigrer justement les autres filières, je pense qu'on peut s'enrichir partout. Mais c'est vrai que à ce moment-là, on voulait me diriger vers d'autres options. Et moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi justement je devais l'accepter. Et ça, tu l'as perçu comme une injustice ou Sur le moment, non. Sur le moment, non. C'est après avec du recul, justement, avec des échanges, avec du recul et en grandissant qu'on s'en rend compte, en fait. Ok, ok, ok. Et vous concernant, Kenza, Elias, Oui. est-ce que vous avez vécu un peu dans le même style de situation ou une autre forme d'inégalité, d'injustice Alors ça peut être à titre perso, mais c'est Oui, aussi un peu ce que d'accord. vous avez perçu, hein. Ça peut être... Enfin, moi, si je prenais l'exemple, je n'ai pas perçu d'inégalité propre ou d'injustice propre à moi, Mhm. mais j'ai pu constater ouais, qu'il y en a certains, en fonction de voilà, de leur situation sociale ou le fameux, comment on est au collège, le fameux, ouais, mais toi, c'est bac pro, quoi. Ouais. C'est ça. Enfin, Mhm. tu vois. Oui, oui. Alors moi, personnellement, j'ai pas senti que j'avais vécu une injustice à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si, par exemple, on reprend ta définition et que on prend le facteur géographique, moi, je sais que ma famille, enfin, une partie de ma famille habite du coup aux Antilles. Ok. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, la moitié de mes cousins et de mes cousines qui ont dû faire un choix dans leur poursuite d'études parce qu'il n'y avait pas toutes les filières en fait possibles là-bas par rapport à la France métropolitaine. C'est Guadeloupe ou Martinique? Les deux. Les deux. Ok. Mais du coup, pour certaines, elles ont dû venir en France. Et c'est vrai que... En France Alors, métropole, du coup. Oui, Ouais. en métropole, pardon. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un choix parce que c'est choisir entre rester où tu as grandi et rester avec ta famille ou poursuivre tes études, mais du coup aller loin. C'est vrai que ce que tu dis, vous pouvez rebondir hein, si vous le voulez, hein, s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Mais là, dans ce que tu dis, moi, ce qui m'interpelle, pardon, c'est sur l'aspect géographique, comme tu le Oui. dis. On parle souvent d'inégalité sociale d'un point de vue banlieue.
Oui. où on se dit oui, la banlieue entre slash Paris, grande ville. Mais là, par exemple, tu vois, aux Antilles, enfin, je ne veux pas faire de comparaison, hein, mais moi, je trouve quand même que celles et ceux, on vient tous de banlieue, on a fait le petit point juste avant. On vient tous de banlieue, plus ou moins éloignés de Paris, mais quand même, on est entre guillemets quand même bien lotis. On a des opportunités, on a de la possibilité. Mais comme tu l'as précisé, certaines zones rurales ou les Antilles, il y a un désert sur certains aspects. Il y a un désert, il y a des choix à faire, parce que je comprends bien, justement, pour être un peu dans la même situation que Kenza, ou en tout cas pour l'avoir vu, il y a des choix à faire et forcément moins d'accès aussi, encore une fois, à certaines opportunités, à certaines possibilités, notamment pour les familles, pour pouvoir justement accéder, entre guillemets, à nos rêves. Ouais, totalement. Tu voulais ajouter quelque chose, Kenza, il me semble? Non, mais la finalité, c'est ça, c'est qu'il y a forcément un choix et que c'est plus compliqué que pour une personne proche de son lieu, par exemple, d'études ou de travail, ce genre de choses. Ouais. Ilias? Ouais, c'est bien, ça m'a permis de réfléchir, de méditer, de réfléchir un peu. Non, en fait, je me rends compte que il y a un peu les deux revers de la médaille que j'ai vécu, notamment au lycée. Alors déjà, un disclaimer, j'étais un flemmard de fou au lycée, donc je vais pas dire voilà, le monde était contre moi. Il y a aussi moi-même, j'étais contre moi à un moment donné, donc je vais pas faire semblant. Mais dans tout ça, en fait, il y a un moment donné où aussi, justement, on m'a dit bah voilà, ton orientation, bon là, va falloir qu'on discute. Sauf que bon, j'étais pas le seul dans ce lot-là de faut qu'on discute. Et on m'a aussi poussé dans une certaine direction. On m'a dit réfléchis un peu plus à cette direction. Sauf que bah j'étais parmi ceux que entre guillemets tu peux très facilement stigmatiser, où tu dis non, toi c'est plus par là que tu vas aller. Et il y en a d'autres pour qui on va plutôt les pousser dans une autre direction. En gros, j'étais dans une filière internationale où en gros je faisais également l'allemand, mais à un niveau comme ce qu'on faisait en Allemagne, quoi. Ça veut dire je faisais l'Abibac, en gros. Et en fait, bon, j'étais un flemmard, donc on me faisait comprendre que bon, tu vas quitter cette voie-là, tu vas aller ailleurs. Et il y en a d'autres personnes à qui on donnait une autre opportunité qui leur permettait plus de rester dans ce cursus-là. En fait, je dis que j'ai vécu le double revers dans la médaille parce que à cette époque-là, j'avais une prof qui m'avait défendu corps et âme aussi. Donc j'avais très bien ceux qui étaient de ce côté de bon, on va faire de la place entre guillemets, et l'autre côté de bah non. Enfin, non, il a envie de s'en sortir, on va voir ce qu'on peut faire. Donc il y a ça, et puis peut-être une anecdote pour faire un complément là-dessus, c'est que je suis bilingue allemand. Je sais, c'est pas forcément le truc qu'on peut se dire instinctivement. Bon, bah, on va switcher. Hein, voilà. Pour celles et ceux qui nous écoutent en Allemagne. Voilà, c'est parti. Mais non, je me suis rendu compte qu'aussi, parce que lorsque je suis arrivé à la fac, j'ai fait une licence de droit franco-allemand et on a des cours de traduction. C'est vraiment, c'est très, très, très technique, c'est très, très compliqué. Et l'un des premiers trucs que j'ai remarqué lorsque tu arrives en licence 1, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais bon, forcément, j'ai pas forcément la tête de la personne où tu dis bilingue allemand, tu vois. Et sauf que j'étais le seul dans la salle où les gens se sont dit, bon, lui, il va être à la ramasse totale. Et sauf que j'ai la chance que ma mère, elle m'a appris cette langue dès que j'étais tout petit, donc j'ai appris l'allemand et le français en même temps. Et pourquoi l'allemand? Parce que ma mère est née en Allemagne, et donc elle est venue en France pour ses études. Donc mes parents aussi, à ce sujet-là, il y a plein de choses à raconter derrière de ce qu'ils ont pu subir. Mais j'ai vécu plein de fois ce moment-là de, bon, bah toi, tu vas galérer, quoi. Et bon, Dieu merci, ma mère m'a appris cette langue-là lorsque j'étais tout petit, donc ça m'a permis de... T'étais pour le coup vraiment bilingue, parce que c'est limite maternelle, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est une langue maternelle, une seconde langue maternelle. Complètement, c'est ça. Donc c'est là où, entre guillemets, je me sentais à l'aise là-dedans, mais je sentais tout de suite, voilà, on me prenait un peu plus pour un imbécile, pour dire ça comme ça. Mais c'était dû à quoi? Dû à ton origine sociale, à ton... Mon prénom aussi. Ton prénom? Mon prénom aussi, qui ne renvoie pas du tout au fait que je peux être à l'aise dans cette langue. Je m'appelle Ilias, c'est pas du tout un prénom allemand. En Allemagne, il y a la variante Elias, mais c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Donc lorsque j'arrive dans une pièce où forcément j'ai un teint qui peut être différent des autres, je rentre vraiment dans le détail cliché, mais c'est très 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 important aussi à ce niveau-là.
Et après, forcément, il y a des images qui sont imbriquées. Et après, ça se déconstruit derrière. Mais c'est quelque chose qui pour moi était évident, quoi. Mais tu vois, tu dis que ça se déconstruit derrière, mais faut aussi avoir la patience, une forme de résistance, de résilience aussi à se dire bon quoi qu'il arrive, moi je sais que je parle allemand, ils vont se dire que voilà, j'ai pas la tête de l'emploi, ok, très bien, mais sans forcément être dans je vais le prouver que, mais finalement avec le temps ça se déconstruit. Mais il y en a qui pourraient aussi se décourager ou se dire tu vois, quand tu es un peu marginalisé parce qu'on estime par préjugé que t'es pas du tout, t'as pas la tête de Ouais. l'emploi pour telle ou telle matière, tel ou tel cursus, Non, c'est clair. c'est un peu complexe quand même. Non, c'est clair. Après, je sais pas pour vous, mais moi, il y a une phrase que mon père m'a beaucoup rebêtée parce que mon père est d'origine marocaine. Il est venu en France, pareil, pour ses études. Donc, mes parents, c'est drôle, se sont rencontrés en même temps pour leurs études en France. Bref, parcours assez drôle aussi. Et pareil, il me sortait la phrase de « il va falloir que tu fasses 2 fois, voire 4 fois plus que les autres ». Oui. Oui, c'est vrai. C'est une phrase très, je pense Oui, qu'on c'est a vrai. entendu 40 000 fois, mais je pense qu'avec le temps, ça mûrit bien, ça prend en saveur tout doucement. Et on se rend compte qu'effectivement, on peut pas juste rester au stade de bon, zut. Ouais. À titre perso, il y a aussi cette impression de je peux pas juste rester les bras croisés quand je sais que derrière moi, il y a des personnes qui ont sûrement subi des trucs encore plus violents que moi. Je peux pas juste me dire parce qu'ils se disent que voilà, ça va pas passer, que je vais rester les bras croisés. Enfin, pour moi, c'était hors de question. Moi j'ai une anecdote, mais à l'inverse. Ah, génial. Je m'appelle Johan, vous le savez. Je parle allemand. Je parle pas allemand du tout. Mais en fait, moi, je sais que mon prénom m'a toujours sauvé, en quelque sorte. Ça a toujours, mon prénom ne met pas en avant mes origines. On pense même que j'ai d'autres origines qui me conviennent très bien aussi. Et tu vois, tu parlais du lycée, tu as bac technologique, etc. Moi, j'ai eu un peu la même expérience, mais à l'inverse. C'est-à-dire que j'étais en seconde. Franchement, je foutais rien. Mais quand je vous dis je foutais rien, j'avais quoi, 7, 8 de moyenne. Et on m'aimait bien. Et on me disait, ah, ouais, toi, tu peux réussir, Johan, etc. Et j'ai passé ma scolarité à Aubervilliers. Donc voilà, des Johan, il y en avait, mais pas énormément, quoi. Et en fait, arrive le jour où on doit choisir notre première. Donc, à l'époque, c'était même pas première STMG, c'était première STT. Donc, ça date. Ah oui. Première STT, ES, S, etc. C'était quoi Ok. STT? C'était sciences technologiques. Je sais plus. C'était sciences techno. STT, quoi. Je sais plus ce que c'était. punaise. Ouais. On va voir. On fera nos recherches. Et et en fait, le CPE de l'époque, super cool, Monsieur Mestralet, je m'en souviens. Monsieur Mestralet, il était trop cool. Franchement, c'est une crème. Et alors c'est plus à toi que je m'adresse, Kenza. Tu sais, pour remplir mon rôle de responsable pédagogique, je me suis beaucoup Oui. inspiré de lui. Ah, d'accord. Ouais. Lui, il était très dans la proximité, Oui. très dans ok, je crée un lien avec les élèves. Et quand j'ai un truc à leur dire où ils déconnent, c'est plus facile parce que j'ai créé ce lien. Je suis pas dans la figure d'autorité plus. Ouais, je suis c'est dans vrai. je suis dans le lien. Et franchement, il m'a beaucoup inspiré pour ce rôle-là. Mais même de manière plus générale aussi dans mon rôle d'intervenant. Bon, bref. Là, je m'étale. Et il y avait un choix. Moi, alors, il y avait une première solution, je redouble. 8 de moyenne en seconde, bon. Ça Ouais. se tient. Pour l'instant, ça. Tu vois, voilà, je redouble. Deuxième option, STT. Troisième option, ES. Mais ES, 8 de moyenne, tu passes jamais en ES. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et à l'époque, ce CPE, j'ai été le voir dans le bureau et il me dit qu'est-ce que tu comptes faire? Il me dit moi je te conseille sincèrement de redoubler. Je dis franchement non, moi je redouble pas moi. Il me dit avant STT. Je dis STT, ouais. Je
m'appelle Johan, quoi. Je te dis ça comme ça, mais au culot, tu vois. Et il me dit, bon, ok, je vais voir pour l'AES. 2 jours après, il m'appelle, il me dit, viens dans mon bureau. Et il me dit, bon, c'est bon, t'es inscrit en ES. Mais parce que je m'appelle Johan, et dans l'imaginaire, c'est... Ouais, il peut réussir, c'est juste ceci, cela. Mais j'en ai joué, en fait. J'en ai joué. Et j'en ai joué, enfin, même encore maintenant, je joue un peu de ce prénom, tu vois, parce que je sais que ça passe partout, que ça ouvre des portes. Je me fais pas d'illusions, tu vois. Mais à l'époque, tu vois, c'est là où si je m'étais appelé, je sais pas, Youssef ou un autre prénom avec une consonance ethnique ou autre, on m'aurait forcément, et ça arrivait en plus à un de mes camarades de classe, à qui on a dit ouais non, on avait à peu près, je crois qu'il y avait même un peu plus, où on lui a dit non mais toi laisse tomber, tu vois. Et c'était même pas CPE, c'était plutôt la direction qui avait dit non mais lui on va le faire redoubler, c'est mieux, tu vois. Alors qu'on était à quasiment niveau égal. Moi j'ai été en ES alors que jamais de la vie j'avais le niveau pour y aller. Bon, finalement, ça va, ça s'est bien passé, hein. J'ai eu le bac au bout de la 3e fois, donc c'est cool. Mais derrière, voilà, j'ai usé de cet avantage, de enfin, comment on dit, nominatif, non ? C'est ça. Bah, en tout cas, ça aide. Ça aide, personnellement, même sur mon CV. C'est quelque chose qui peut aider, surtout si je mets pas de photos. Je pense qu'on surprend les recruteurs. Ah ouais, exactement. Ça, c'est une très bonne chose. Quand toi, tu mets pas de photos sur ton CV. Non. Quand tu mets Quentin sur ton CV, je sais que la personne ne s'attend pas à me voir. à me voir moi. Ce Quentin. Voilà. Ce Quentin là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand... Est-ce que tu as une anecdote sur ça ? Est-ce qu'il y a un... Alors, je l'ai déjà ressenti, mais ça s'est toujours bien passé. Après, moi, j'essaye toujours de faire la part des choses, donc de rester moi-même. On m'a toujours éduqué de manière à rester poli. Enfin, je pense comme nous tous, et parfois même de l'exagérer justement, surtout lors d'un entretien, pour pas mettre justement entre guillemets nos pénalités, j'ai envie de dire, même si c'est pas cool, en avant. Est-ce que c'est pas se brider un peu, ça ? Est-ce que tu t'es pas senti à un moment donné un peu bridé vis-à-vis de... tu vois, de te dire... Oui. Après, forcément. si je puis me permettre aussi sur... tu vois, il y a aussi... Tu vois, là, au niveau des cheveux, tu vois, il y a une affirmation aussi. Il y a une affirmation et... Ça, moi, je pourrais pas jamais... Enfin, j'ai pas les cheveux pour, déjà, et j'ai une calvitie, même. Mais en plus, qui se voit à la caméra. Là, quand je me tourne comme ça, tu vois, on voit la calvitie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui se diraient, tu vois, avoir tu vois, les locks et tout, se dire... Non, moi, je le ferai pas parce qu'on va me dire ça, on va me dire ci, tu vois. Est-ce que tu as tout de suite assumé les locks ou est-ce que tu les as... Alors, ça a été difficile puisqu'en plus, j'ai grandi dans un environnement... Alors, j'ai grandi une partie de ma vie aux Antilles. Ok. Et après, je suis arrivé donc à 11-12 ans ici. Alors, j'avais les cheveux courts. J'ai essayé de négocier. Je t'imagine pas avec les cheveux courts. J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs et j'ai essayé de négocier de temps en temps. C'était non. Et c'est vrai que parfois, malheureusement, c'était un peu mal vu. Et même pour nos générations supérieures, encore davantage. Parce que moi, par exemple, j'ai 14 ans d'écart avec mon frère. Ah ouais. Et alors lui, il a eu les cheveux longs justement pendant ses études et je sais très bien justement que quand on arrivait dans la vie active à cette époque, avoir les cheveux longs et être noir, c'était pas possible dans le monde professionnel. On le savait, nos parents nous le disaient. Donc c'était assez compliqué on a grandi avec ça. Et moi, ça a été difficile de me dire, est-ce que j'assume mes cheveux longs ? Est-ce que je passe à côté d'opportunités ? Très certainement. Après, j'ai eu de la chance. Moi, je suis rentré donc, dans le monde professionnel grâce à mon alternance à l'époque. J'ai eu un tuteur super bienveillant. Je suis toujours en relation avec lui d'ailleurs. Et c'est vrai que ça n'a pas été un souci et ça m'a appris justement à m'affirmer. Alors j'ai fait des locks quelques mois justement après avoir commencé mon alternance, mais après c'est toujours bien passé et je me suis dit c'est mon identité. Totalement. Donc, de toute façon,
Moi, je travaille pour mes compétences, pour ce que je peux apporter à l'entreprise, pas ce à quoi je ressemble. Donc, si ça ne plaît pas, c'est qu'on n'a pas à travailler ensemble. Donc, c'est pas grave, j'aurai d'autres opportunités. Donc, moi, je ne peux que conseiller d'assumer. On a de la chance, ça va dans ce sens. Il y a eu une loi qui est passée. Oui, sur les coiffures. C'est ça, récemment, donc à ce niveau-là. Donc, faut continuer. C'est aussi grâce à ce genre de combat qu'on peut un peu avancer, en tout cas. Ouais, totalement. Est-ce que vous avez justement eu subi ce genre Du coup, de moi, situation? au contraire de toi, sur le CV, je mets la photo. Parce que je me dis, peu importe ce qu'ils pensent, au moins, ils verront à quoi je ressemble. Comme ça, Voilà. s'ils veulent pas de moi. Ça te fait un filtre, quoi, déjà. Voilà, c'est ça. En Ouais. fait, je me suis posé la question à un moment, est-ce que je mets la photo, je mets pas la photo? Enfin, chacun Mais fait... tu t'es posé la question pourquoi? Par rapport au fait que sur photo, tu passes pas, t'es pas photogénique, ou à l'inverse, plutôt sur le fait de j'ai pas envie qu'on voit que je suis une Renoir ou que ceci ou que cela. Ouais, alors, je me suis posé la question plutôt sur, ok, je suis une femme noire, Ok. alors est-ce que je mets la photo ou pas? Après, je me suis dit, de toute façon, quand ils vont voir, ils vont savoir. Donc, je me dis, pour éviter de perdre du temps, je mets la photo. Ouais. Comme ça, si vraiment ça convient pas, on n'a pas d'échange. Et puis, si ça convient, ensuite, on continue la suite du processus. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça va être plus un gain de temps pour moi que autre chose, en fait. Ouais, Moi, j'ai finalement, préféré. tu vois, ça te bride aussi. Enfin, ça t'a bridé. C'est un questionnement que certains Oui, ne se poseraient certaines pas. personnes ne se posent pas. Et Oui, c'est aussi de là c'est que vrai. commencent les inégalités. C'est Ouais. de se dire, est-ce que je mets une photo ou pas? Juste ça, tu vois. Oui, c'est Est-ce que t'as mis que t'étais major de promo ou pas? Tu sais que je l'ai mis après la remise de diplôme parce que je voulais pas le mettre. Enfin, je savais pas qu'on pouvait le mettre. Ah bah si, il faut le mettre. Moi, je sais Attends, pas, mais je l'ai mis après la remise de Ok. diplôme. Ça marche. Et toi, Elias, est-ce que tu as eu un moment... Non, c'est bizarre, mais moi, justement, j'aime bien en jouer. Dans un sens où, par exemple, c'est drôle, mais mon père, il m'a toujours dit, parce que j'ai une tendance à me raser le crâne tous les 4 mois. Tous les 4 mois à peu près. Complètement. Ok. Complètement. Complètement. Et le truc, c'est que crâne rasé, et on me fait souvent la blague, on me dit, mais tu sors de prison, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et j'avoue qu'aujourd'hui, limite, j'aime bien en jouer, où je me dis, mais j'aime bien parfois comment dire, le questionnement que la personne peut avoir en face, en se disant, mais qu'est-ce que c'est? C'est qui C'est qui, lui? Et après, il a le crâne rasé, il me parle allemand, mais il me fait flipper, je me lui. suis trompé de rendez-vous, mauvais endroit. Et d'un côté, j'aime bien, entre guillemets, le fait de me dire, s'il y a un a priori, tant pis. Mais j'aime bien après déconstruire ça au fur et à mesure et que la personne se dise, ah bah ok. Et il y a un truc de... Alors, est-ce que c'est revanchard? Je sais pas. J'avoue, je ne saurais pas le qualifier aujourd'hui. Mais en fait, je m'en fiche. Dans un sens où j'en vois... si demain, je dois mettre ma photo dessus, bah oui, je mets ma photo dessus. J'ai pas de questionnement là-dessus. Et puis aujourd'hui, j'avoue qu'à l'époque, aller à un rendez-vous important avec justement un crâne rasé, etc., je me disais, ok, peut-être que... Mais aujourd'hui, peu importe. Parce que je me dis justement... je vais pas m'empêcher d'avoir des opportunités pour ce que j'ai envie d'être, quoi. Ouais, totalement. C'est se poser la question. Moi, cette question, je me la pose avec la barbe, notamment. Avec, tu vois, on m'a souvent saoulé. Ouais, il faut se raser, il faut ceci. Ah, maintenant, maintenant, c'est tu m'acceptes avec la barbe ou pas, quoi. Oui, Tu vois, voilà. Puis après, il y a eu aussi les tendances. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des coupes qui sont plus acceptées parce qu'il y a des tendances. Il y a la barbe qui est plus acceptée parce qu'il y a eu la mode hipster et autres qui ont un peu démocratisé cela. Il y a aussi le crâne rasé qui est un peu plus à la mode à certaines époques parce que ceci, parce que cela. Mais tu vois, moi, je trouve ça ouf quand même que on se bride parce que non pas juste par Pudeur, limite. pudeur ou autre, mais parce que par rapport en fait, à la réalité qui fait que si je suis un Renoir et que je mets une photo, j'ai potentiellement moins de chances d'être recruté
en dépit que je m'appelle Quentin, par exemple. Bah, c'est ça, on se questionne sans cesse. Ça me fait penser justement à une petite anecdote. Vas-y, j'aime Donc, trop les anecdotes. En fait, j'ai un très bon pote à moi, justement, donc à l'époque des études, même avant. Enfin, oui, pendant les études, après le bac, je me souviens qu'il travaillait, sur un supermarché au Drive. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de candidater. Et je lui en ai parlé. Alors, il m'a fait comprendre, il m'a dit que de toute façon, la recruteuse ou la manager, dès qu'elle voit un CV avec un noir ou un arabe, par exemple, poubelle, Ah ouais. directement. Ouais, putain. Donc, moi, je me suis dit, je vais quand même y aller au culot, je vais postuler. J'ai postulé. Bon, j'ai jamais été rappelé. Mais... Non, mais c'est une réalité en non, soi. mais oui, c'est vrai. On se questionne sans cesse, en fait, sur ce qu'on doit faire. Et je vais faire une petite transition à plat avec un petit quiz. Ok. Un petit quiz. Petite transition quiz pour justement autour. Tu regardes pas, Quentin. Non. Autour des inégalités. Donc il y a quelques questions. L'idée c'est un vrai faux. Et pour voir, et après on peut aussi rebondir sur les différentes questions. La première question c'est: un enfant d'ouvrier a 5 fois moins de chances d'intégrer une grande école qu'un enfant de cadre. Vrai ou faux? Vrai. C'est totalement vrai. Bon, en fait, j'ai peur que tu aies été filou, que tu aies joué sur. Ah non, c'est 4 fois moins. Tu vois. Donc, je me méfie. Non, j'ai pas été jusque là. Ouais, d'accord. Ça, Bon. J'ai vu la stat, c'est vrai. Ouais, je dirais C'est- vrai aussi, ouais. Ouais. 51%, je crois, et 10% pour l'enfant d'ouvrier. Effectivement, il y a 5 fois moins de chances pour un enfant ouvrier. Là, on va au-delà même de l'ethnie ou autre qu'on évoquait. Là, on parle d'origine sociale et aussi de contexte professionnel, enfin, en tout cas de famille Ouais. avec un contexte professionnel ouvrier. Je sais pas, vous, vos parents, de quelle classe sont-ils issus? Est-ce que ça a joué aussi sur, vos perspectives, vos projections ou pas? Est-ce que ça a eu une influence ou pas? Le fait, moi je prends l'exemple de ma mère qui, voilà, fonctionnaire classique. Elle, son modèle, c'est sécurité avant tout. Ouais. Voilà. Je fais tout l'inverse quoi, de ce qu'elle a, de ce qu'elle a fait. Mais ça a pu jouer sur un peu aussi mes réflexions sur au départ, sur mes choix d'orientation et des limites imposées. Mais parce que la famille, de base, les parents, fonctionnaires. Oui. Est-ce que vous, de votre côté, ça a un peu joué à ce niveau-là ou pas? Alors moi, mes deux Vas-y. parents aussi sont fonctionnaires. Ok. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté stabilité, mais on a pu quand même faire nos choix. Enfin, j'ai 2 sœurs, donc on a toutes chacune pu faire nos choix. Mais c'est vrai que forcément, ça peut nous pousser dans une certaine direction. Ok. Bon, au final, ma sœur, elle est fonctionnaire aussi. Ok, donc ça a Voilà, influencé ta donc sœur. ça, voilà. Moi, non. Et bon, ma petite sœur, elle est encore en études, donc voilà. Est-ce qu'elle est Mais- majeure de promo ou pas? Elle n'a pas fini. Elle a pas donc, fini. voilà. Mais c'est vrai que ça peut donner, ça peut nous tourner vers un poste où on se dit, OK, là, bah, on est dedans, on va rester. Parce que c'est vrai que mes parents, enfin, mon père, il n'a jamais changé depuis qu'il a commencé son travail. Et ma mère, elle a changé, mais elle était aussi fonctionnaire avant. Ok. Elle a juste changé de filière, si on pourrait dire. Ouais, Donc, voilà. Ok. Vous Alors, moi, justement, mais j'avais pas de référence à ce niveau-là, puisque Mhm. mes parents n'ont pas eu le bac, n'ont même pas été au Mhm. lycée, donc, et pourtant, ils s'en sont sortis et donc ont été employés. Mon père a pu faire des écoles dans la boucherie, par exemple, Mhm. et être boucher. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas de référence. Moi, ma référence, ça a été mon grand frère, justement, qui a réussi à casser, casser ça et à faire des études, justement, sur un parcours classique, entre guillemets, où justement, il a fait le choix. Donc, à l'époque, on vivait en Guadeloupe, donc de quitter justement le territoire et de venir en France métropolitaine faire ses études. Et ça a été un peu ma référence, mais c'est vrai qu'on n'a pas entre guillemets, de référence parentale. Enfin, moi, j'en avais pas pour me dire, je dois faire tel parcours. C'est un peu un parcours conseillé. Les parents le souhaitent pour nous, justement. Font en sorte qu'on y arrive, et je leur remercie pour ça.
Mais c'est vrai je peux pas m'appuyer, me dire tiens, je vais essayer de suivre un peu ce modèle ou ce modèle. On le construit en fait. Ok. Yes. Ouais, moi, mes parents, c'était un parcours très débrouillard aussi lorsqu'ils sont arrivés en France avant d'être là où ils sont. Mon père, aujourd'hui, il est informaticien. Mais pareil, lorsqu'il est arrivé en France, il a commencé à bosser. C'était à Quick, par exemple. Enfin, c'était vraiment Ah ouais. tout doucement, étape par étape. Pareil, pour ma mère, lorsqu'elle est arrivée, elle parlait pas du tout le français. Elle a appris le français. Ensuite, elle est allée à la fac. Aujourd'hui, elle est prof. Enfin, pareil, il y a des parcours comme ça. Je pense que je dirais plus que ce que j'ai appris, c'est vraiment la débrouillardise de me dire, t'as un projet, t'y vas, quoi. Mais par contre, c'est sûr qu'on va pas t'ouvrir des portes. Il va falloir que tu rentres par la fenêtre à certains moments, quoi. Ok, donc on peut être dans les stats, en quelque sorte. Les classes prépa sont composées à 70% d'élèves favorisés. C'est-à-dire avec un niveau de vie Les classes prépa, je pense que c'est vrai. J'hésite, j'ai l'impression que c'est plus. Peut-être plus. Ouais. Plus. Ah ouais. En tout cas, c'est minimum vrai, peut-être plus. Mais... minimum vrai. Je vais être culotté, je vais dire faux. Effectivement, c'était bien vrai. Bon, D'accord. C'était bien vrai. C'est vrai. Okay. D'accord. Les dispositifs compensatoires suffisent à corriger les inégalités. Alors, les dispositifs compensatoires, ça va être des cours supplémentaires, la réduction des classes, le nombre d'élèves par classe plutôt, ce genre de choses. Je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'il y a un trop gros écart à la base pour que à la fin tout le monde soit au même niveau. Je pense pas. Ok. Alors je vais peut-être même plus radical si ça fonctionnerait. Enfin, si ça fonctionnait, je pense qu'on n'aurait pas eu ce débat. Tout simplement. Parfait, je peux pas dire mieux. Effectivement, Quentin, t'as raison. C'est faux. Effectivement, ça. Alors là, en plus, c'était est-ce que ça suffit ? Non. Ça peut être aider, être bénéfique pour certains ou certaines, mais ça ne suffit pas. On en est, je pense, encore même très loin. En fait, je pense que ça suffira jamais dans un sens où, à mon sens, il ne faut pas que ça aille que dans une seule direction aussi. C'est ça. C'est qu'il faut que ça aille dans l'autre aussi. Tu le disais un peu tout à l'heure à demi-mot où il faut que ce soit un changement de mentalité aussi de l'autre côté. Ah oui, bien sûr. J'estime. Donc, ça peut pas... pour moi, ça suffira jamais en tout cas. Ouais, totalement. Les filles des quartiers populaires accèdent plus facilement aux postes à responsabilité. C'est faux. C'est faux. Voilà. Effectivement, c'est faux. C'est déjà en tant que femme, c'est compliqué. Et c'est encore beaucoup plus compliqué lorsque on est issu de quartiers populaires ou issu même de la ruralité. Celle-ci, easy. Parcoursup neutralise les inégalités d'accès aux études supérieures. C'est vrai. Non, je rigole. Bon, sur celle-ci, je pense qu'on est tous raccords. Ouais. Ils ont changé le nom, mais l'histoire n'a Pas la changé. méthode, ouais. Mais pas... Exactement. J'en ai des mauvais souvenirs. La prochaine question, elle est intéressante. La prochaine affirmation. La France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale influe le plus sur la réussite. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que l'origine sociale, contrairement à d'autres pays, en France, alors ils disent pas exactement le classement, mais c'est ça doit être le top 3, top 5 des pays où, en fait, l'origine sociale a le plus d'influence. Et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est en fonction d'où l'on vient, de l'origine de l'origine de nos parents ou autres, ça influence grandement sur la réussite. C'est même pas sur nos choix, c'est sur la réussite en elle-même. Bon, après, à définir ce qu'est la réussite. C'est ça. Dernière, on peut réussir, peu importe son point de départ. C'est vrai. Je pense qu'on peut réussir, peu importe son point de départ. On a plus ou moins des exemples. Déjà, il faut définir la réussite. Ouais. Mais par contre, le parcours n'est pas le même. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Donc, mais ça reste possible, bien sûr.
Ouais. Kenza, t'en penses quoi? Je pense que c'est vrai, mais je pense que pour certaines personnes, ça demandera beaucoup plus de travail que d'autres. Mais c'est possible. Alors, bon, là, c'était une question où finalement, il n'y a pas de réponse. Ça peut être soit vrai, soit Ouais. faux. Et comme vous le dites, ça va dépendre de chaque personne. Vous en pensez quoi de manière un peu plus détaillée, un peu plus en profondeur? Euh, est-ce que l'on peut réussir, peu importe d'où l'on vient? Oui. Ah ouais, pour moi, c'est tranché, c'est oui. C'est tranché, ouais. Mais Avis il faut se tranché. donner les moyens. Moi, ouais, faut se donner les moyens. Enfin, Ouais. moi, il y a l'histoire d'un monsieur que je suis depuis un bon nombre d'années qui m'a marqué ad vitam. Je sais pas, ça fait combien de temps que je me renseigne sur lui. C'est un monsieur qui s'appelle David Goggins. Si vous voyez pas qui c'est, tu vois qui c'est, Johan, peut-être? Ça me dit quelque chose de non. Là, comme ça, j'arrive pas à le visualiser, mais je t'écoute. Comment faire simple? Parce que son histoire, elle est tellement riche et impressionnante. En gros, pour faire simple, c'est un monsieur qui, aujourd'hui, a la cinquantaine, qui, lorsqu'il avait à peu près 30 ans, c'est un monsieur, alors il est afro-américain, il habite aux States, et à l'époque, il faisait, alors je sais pas c'est combien en kilos, mais il faisait à peu près plus de 150 kilos, c'est important à prendre en compte. Et son métier, c'était, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, dératiseur, mais c'est plus pour les cafards. Enfin bref, c'est vraiment, c'est pas, pas le métier le plus glorieux que tu puisses avoir, entre guillemets. Et il disait lui-même, en fait, il était pas bien dans sa peau. Il se disait, bon, il y a forcément des changements que je dois faire. Et c'était à une époque où, en fait, d'autant plus aux States, oui, je vais dire les termes, le racisme, la discrimination, etc., c'était hardcore encore plus qu'aujourd'hui. Et c'était même dangereux dans pas mal de milieux. Et à l'époque, il a eu ce déclic où il s'est dit, mais en fait, j'ai envie de devenir un Navy Seals. Sauf que les Navy Seals, c'est en termes C'est l'élite de l'élite. c'est Ouais. l'élite de l'élite en Ouais. termes d'armée, quoi. On te fait comprendre tout de suite que, déjà, si tu veux y aller, il y a tellement de standards en termes de physique, en termes d'aptitude. Mais en plus de ça, à l'époque, les standards en termes d'ethnie aussi, ils étaient là. Et le gars, il se présente, il fait 150 kilos. On lui dit, bon, la prochaine semaine de test pour les Navy Seals, je crois, c'était, je sais plus ce qu'il disait, il disait c'était dans 3 mois. Et le recruteur, il lui a dit, bon, déjà, t'es afro-américain. De deux, je crois que t'as 60 kilos à perdre en 3 mois. Et après le test, il faut que tu survives. Non seulement il a perdu le poids nécessaire en 3 mois, bon déjà ça c'est un taf, de perdre 60 kilos en 3 mois, Il a arrêté de manger. c'est un truc, c'est violent, enfin il le raconte lui-même, c'est incroyable. Et du coup il a été, je crois c'est le 36e noir afro-américain à justement réussir ce test-là. Enfin bref, il explique sa mentalité qui oui est extrême, hein. Ça va pas être facile, il le sait. Mais pour moi, il fixe le standard de oui, il y a des prédispositions, oui, il y a des codes aujourd'hui qui sont imbriqués, mais en fait, il y a toujours un moyen d'y passer, quoi. Non, mais en plus, là, c'est que il n'a pas, enfin, il n'avait pas je dirais qu'un stéréotype. Ouais. Et en plus, il veut intégrer les Navy Seals, c'est l'élite, tout ça. Physiquement, il n'est pas au point. Alors, après, voilà, il a son origine ethnique qui fait que c'est une barrière supplémentaire. Je pense qu'il y en a peut-être même d'autres barrières qu'il cite. Y arriver, c'est un délire. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et il a été, je sais pas c'est il y a combien d'années, mais il a été classifié comme, il a été présenté comme l'homme le plus solide au monde, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, son histoire, elle est incroyable, elle est d'une richesse folle, où vraiment, et ça fait du bien aussi à entendre, justement, dans le sens où, oui, on peut se dire, oui, peut-être que telle porte n'est pas fait pour moi, mais pour moi, il fixe ce standard de, oui, ça va pas être facile, oui, parfois, on nous fait comprendre que c'est peut-être pas fait pour nous, mais il déconstruit tellement de choses, quoi. C'est une question de mentalité. Ah ouais. Après, le truc, c'est que il aurait pu rester ce qu'il était. Est-ce qu'il parle de son déclic, du truc qui fait que... parce que c'est aussi une question de déclic. Il y en a plein qui rêvent, il y en a plein qui aimeraient, mais ils sont tellement limités par soit ce qu'on leur a dit, par les échecs qu'ils ont subis. Et moi, je trouve qu'en plus, tu vois, la notion la notion physique, tu sais, perdre du poids, parce que l'image que tu renvoies, et je pense que même à l'intérieur de soi, de lui, il n'était pas forcément très, très en confiance.
Ça a été quoi son déclic? Il en parle, il dit déjà, il y a deux choses. Déjà, il avait cette phrase un peu bateau, mais qui au final a résonné beaucoup. Il se disait, et si j'arrivais à destination, qu'est-ce qui pouvait se produire? Et il avait ce truc il se visualisait déjà mentalement là-bas. Ouais, ça. Ok. Donc en fait, ce qui faisait que pour lui, il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de peut-être que. Et il s'est rendu compte que son esprit, en fait, lui jouait des tours aussi. C'est qu'on a trop cette tendance aussi à chercher le raccourci. C'est aussi un problème aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est qu'on veut trop facilement trouver la voie facile. Alors que malheureusement, c'est ce qu'on dit un peu jusqu'à maintenant, c'est que la voie facile, elle n'existe pas. Parfois même, elle est 3 fois plus compliquée que la voie standard. Mais lui, il l'a pas cherché, quoi. Il s'est dit, s'il faut que je passe par là, c'est que c'est nécessaire. C'est comme ça et c'est un processus à adopter. Il faut se mettre dedans, quoi. Après, il faut l'appliquer à soi-même. Ça, c'est encore une autre étape. C'est une force mentale. Ouais, C'est une force mentale de fou. Ah, tu m'étonnes, c'est une vraie force mentale. Enfin, moi, je dois perdre 10 kilos là, j'y arrive pas. À titre perso, je l'ai fait pour un truc et juste, pour terminer sur David Goggins, il a dit que il faut avoir cette habitude de se mettre dans des situations d'inconfort absolu et même de peur où on se dit mais en fait, on va pas y arriver. Je sais que moi, ça a été il y a 4 ans une étape où c'était de courir un marathon. Sauf qu'un marathon, c'est pas 10 km, c'est 42 km. Déjà, il faut se le rentrer dans le crâne. C'est très long. C'est très, 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 très long. Mais je l'ai fait. C'était incroyable. Mais après, encore une fois, ça symbolise un avant et un après aussi. Ce genre de step où on se dit, c'est pas atteignable, quoi. Mais c'est incroyable. C'est beau. Ouais, non, non, mais je pense que voilà, c'est le style de parcours qui est à la fois inspirant, qui reflète certaines réalités. Je sais pas si il fait il y a des vidéos YouTube disponibles ou ce genre de choses. Je pense que ça a le mérite d'être regardé, d'être vu. Et je pense qu'il a écrit des livres aussi. Oui. C'est sûr et certain. Son livre, ça doit être dératiseur à Navy Seals. Franchement, ouais. Ça doit être ça. C'est ça. C'est pas mal. C'est le rouge. C'est ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe là au ce que j'appelle le jeu des cartes. J'ai toujours pas trouvé de nom à ce jeu, mais en gros, c'est une autre partie où, pour vous expliquer, pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, en gros, il y a plusieurs cartes disposées sur la table et l'objectif, en fait, c'est que chacune et chacun notre tour, nous tirons une carte. Bam, je tire ça, par exemple. Voilà, ça va être plus simple celle-ci. Je vais tirer celle-ci, hop là, et il y a une thématique. Là, c'est la thématique revanche et il y a une question qui est associée à cette thématique-là. Donc voilà, rien de compliqué. L'idée, c'est d'avoir un peu cette appréhension de tiens, quelle est la question que je vais tirer, et chacune et chacun notre tour, nous allons y répondre à titre personnel. Après, on pourra rebondir aussi si besoin. Qui souhaite commencer? Kenza, honneur aux dames. Ok. Major de promo. C'est ton c'est ton titre. Alors, c'est Uchronie, si tu avais grandi ailleurs. Oh, waouh. Waouh. C'est beau. Alors, Ouais, c'est large. si tu avais grandi ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, si j'avais grandi ailleurs. Alors, si je pars de ce que j'ai réussi à accomplir maintenant, du coup, faire mon master. Donc, j'ai fait, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai fait un master en communication et événementiel. Si j'avais grandi ailleurs, mais c'est-à-dire grandir ailleurs, ailleurs en France. Si tu avais grandi dans un autre contexte, ailleurs, ça peut être même dans un autre pays, ça peut être, tu vois. Bon, ailleurs dans un autre pays, je sais pas. Ou dans d'autres conditions, tu vois. Je pense que ce serait différent. Après, dans d'autres conditions, alors c'est vrai que j'ai grandi quand même dans une famille où j'avais mes 2 parents, mes 2 sœurs. J'ai grandi dans un pavillon, dans une petite ville assez tranquille, je dirais, dans le 91. Voilà. Mais c'est vrai que si j'avais grandi dans un autre contexte familial, peut-être que j'aurais pas réussi à arriver là où j'en suis. Si je devais parler de mes études, donc j'ai fait un bac S.
parce que je voulais aller en médecine. Mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et je me suis demandé qu'est-ce qui me plairait. Donc, je suis partie dans le tourisme. Ok. Et ensuite, il y a le Covid. Donc, voilà, je me suis un peu remise en question. Et au final, je suis partie dans l'événementiel. Mais c'est vrai que tout ça, je l'ai aussi choisi avec mes parents. Donc, c'était mes choix. Mais c'est vrai qu'ils m'ont quand même aidée et poussée, surtout ma mère. Mais si c'était dans un autre contexte, donc si j'avais grandi ailleurs, dans une autre ville, avec un autre contexte, peut-être que j'aurais fait d'autres choix. Moins bien ou mieux. Enfin, mieux, je suis contente de là où je suis, donc je ne vais pas dire mieux, mais peut-être qui me correspondrait moins, peut-être. Donc, pour le coup, moi, je suis contente de aujourd'hui, mais si j'avais grandi ailleurs, je pense que ça aurait été différent, c'est sûr. Ok, Voilà. très bien, très bien. Est-ce que l'un de vous a envie de rebondir sur ça, de répondre à la question C'est vrai qu'on a, malgré tout, on a la chance de grandir dans un environnement, surtout quand on voit le contexte actuel dans le monde politique et géopolitique stable pour nous. Oui. Parce que oui, quand on se donne les moyens, on peut réussir à, comme on le disait précédemment, à atteindre nos objectifs. Mais malheureusement, je pense à beaucoup d'enfants dans le monde qui vivent dans des situations compliquées, qui voient leurs rêves, entre guillemets, éteints. Ok. Ouais, je la trouve technique cette question, hein, quand Ouais. même. Ouais, faut réussir à. Ouais, ouais moi, je dirais peut-être le point que j'aurais à titre personnel gardé, ça aurait été ce point d'aller chercher toujours plus loin, quoi. Mais sinon, c'est dur de se transposer, je trouve. T'aurais parlé une autre langue? Calmement. Ah, j'allais dire l'allemand, tu me l'as remis du coup. Mais ouais, j'aurais une autre langue. Quentin? C'est parti. Vas-y. Obstacle. Alors, quel a été ton plus grand frein financier, mental, social? Pas facile d'y répondre. Financier dans le sens où je pense que c'est plus compliqué parfois d'accéder à certaines études. Des prépas, je pense que pour le coup, je n'avais même pas ça en tête. On le voit passer, bon, c'est pas pour nous. Mental, c'est parfois la remise en question. Parfois, on est très dur avec nous-mêmes. Enfin, moi, je pense que ça a été mon cas. Est-ce que tu penses qu'on est plus dur avec nous en fonction de justement tout ce contexte social, avec toutes ces tous les critères en fait qu'on a cités tout à l'heure? Est-ce que grosso modo, est-ce que des personnes qui ont les moyens financiers, qui ont aussi entre guillemets, je mets bien les guillemets, la bonne couleur de peau, etc., ont moins de remise en question que d'autres? Alors, ils peuvent en avoir à d'autres échelles, très certainement, mais oui, je pense qu'on se met une pression peut-être parfois forte et on se remet en question, on doute, on peut abandonner parfois. Et c'est aussi dû à tout ça, puisque c'est des questions qui sont sans cesse présentes. Et parfois, on va avoir des choses qui nous font positiver, parfois l'inverse. Donc c'est vrai que je pense qu'on a constamment cette pression mentale et après, chacun la vit à sa manière. Et pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Et après, forcément, du coup, ça répond pour moi à la question sociale du frein. J'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas avoir trop de freins à ce niveau-là. Peut-être que je l'ai vécu sans m'en rendre compte parfois également. Tant mieux. J'espère que ça n'arrivera plus ou pas, en tout cas, aux autres. Mais je pense qu'en tout cas, le mental et le social sont plutôt liés. Ok. Kenza, Elias, est-ce que... Par rapport aux freins financiers, je suis d'accord avec toi pour les études. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai fait mon BTS, ne me demandez pas pourquoi, mais dans une école payante. Et bon, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir mon père derrière moi, mais je sais que pour la suite de mes études, j'avais fait le choix d'être en alternance pour pas avoir à financer du coup les écoles que j'ai faites.
Et je pense que ça influe sur le choix de certaines personnes dans leur choix d'études, peut-être, qui se disent j'ai pas les moyens, ou je dois prendre un prêt, ou enfin voilà, etc. Donc c'est pas facile. Et pour le frein mental, moi c'est vraiment, on va dire, la timidité. Je me disais, il faut que je me donne, dans tout. Mais c'est vrai que voilà, je le suis un peu, mais réservée. Et c'est vrai que je me disais, il faut que voilà, je m'investisse plus, que je me donne plus. Et c'est vrai que mon père, il me disait pareil, je rebondis sur ta phrase, il faut toujours en faire 2-3 fois plus parce que voilà, tu es dans ce contexte-là où il faut que tu donnes le maximum. Et c'est vrai que ça met un peu une petite pression quand même. Et je me dis, OK, il faut que j'arrive à atteindre mes objectifs, en fait. Et des fois, bon, c'est pas facile, mais totalement. mais il faut essayer. Elias? Je trouve que aussi, on vit dans une société où bizarrement, on a instauré beaucoup de complexes et on a instauré beaucoup de normes où beaucoup de personnes aujourd'hui ne se qualifient même pas. Et donc, pour moi, ça instaure une pression supplémentaire, que ce soit mentale, que ce soit physique. Je suis d'accord sur tout ce qui est financier, bien sûr, mais pour apporter un complément subjectif, je trouve que il y a déjà dans le social, il y a de plus en plus de normes, j'ai l'impression. Alors, on commence à être tolérant sur beaucoup de sujets, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de standards qui sont imbriqués, qui peuvent effectivement bloquer des personnes. Donc, effectivement, je te rejoins sur la timidité, sur ce point de... ouais, je sais pas, c'est très dur à caractériser, mais je suis d'accord. Donc, ce que tu dis ouais, il y a ce truc de tu sens que ça va pas fonctionner. Si tu restes que à l'écoute et que en observation, à un moment donné, sors de ta coquille, quoi. Ok. Ilias, je t'invite à tirer. Alors, rêve abandonné. As-tu sacrifié un rêve pour faire raisonnable ? Tu sacrifies un rêve pour faire raisonnable. Et quand je dis raisonnable, pour préciser, ça te laisse le temps de réfléchir. Parfait, merci. Quand je dis raisonnable, c'est justement qu'il soit plus en lien avec, entre guillemets, les standards attendus pour une personne, entre guillemets, comme toi ou comme nous, en fonction des caractéristiques qu'on a citées. Donc, parce que tu vois, on te dit, on nous dit souvent, oui, on a pu entendre en tout cas, oui, mais ça, c'est peut-être pas fait pour toi, c'est peut-être, vaut mieux peut-être que tu fasses ça. Et c'est pour ça que j'ai mis raisonnable entre guillemets, parce qu'on pense que c'est raisonnable alors que ça ne l'est pas du tout. Et que ça nous empêche de rêver aussi. Alors oui, maintenant que j'ai eu le temps de méditer un peu là-dessus, ouais, complètement. Je me rappelle qu'au lycée, j'étais passionné par tout ce qui était sport automobile, où je me disais c'est génial, ça me passionnait énormément. Et sauf que ouais, j'ai eu ce moment-là où, où effectivement on m'a plus poussé dans une direction qu'une autre, où on m'a plus fait comprendre que ouais, bon, enfin non, va plutôt par là, ça ira mieux. Quand je dis sport automobile, c'était ingénierie automobile, travailler là-dedans, essayer de faire quelque chose dans ce milieu-là. Puis après, oui, on m'a plus orienté, on m'a dit bon, c'est bien, tu parles allemand, essaye plus de trouver quelque chose en lien avec ça, quoi. Essaye de te reposer sur des acquis que tu as, essaye pas d'aller dans une direction, voilà. Enfin, on sait que ça va être le mur assuré, quoi. Ok. Et vous, est-ce que vous avez justement eu cette situation, un rêve abandonné ou un choix plus raisonnable, plus raisonné? Alors moi, c'était pas un rêve. Alors, comme je vous ai dit, je voulais aller en médecine, mais je me suis rendu compte de moi-même que c'était pas pour moi. Donc finalement... Pour toi, pour quelle raison? Alors, au niveau des notes, en fait, du niveau, je trouvais que j'étais en dessous. Donc, pour le coup, c'était pas un rêve, mais c'était vraiment un souhait depuis que j'étais petite. Mais en fait, je me suis dit... choisir quelque chose dans lequel je serais vraiment à 100% bien dedans. Donc au final, c'était plus un mal pour un bien. Ok. Alors justement, j'ai eu le temps de réfléchir. C'est vrai que ça m'a fait penser à pas mal de choses. Je suis un grand rêveur, donc
j'avais 2 options entre guillemets de rêve, Pilote de Formule 1. par exemple. Donc vraiment, C'est vrai ou pas? non, vraiment, j'aime le sport. Après, ça aurait pu être footballeur, ça aurait pu être le tennis. Ok. J'aime regarder tous les sports. Le tennis, justement, j'ai une anecdote. J'ai failli m'inscrire au tennis quand j'étais adolescent, mais c'était beaucoup trop cher. Ok. Donc impossible qu'on continue le foot. Donc frein financier. C'est ça. Donc moi, ça aurait été d'être sportif professionnel, vraiment le grand rêve. Donc pourquoi pas pilote de Formule 1. Et sinon, ça aurait été être dans l'astronomie. Ah oui. Ok. Parce que j'adore l'astronomie. Alors pareil, à la base j'étais parti au lycée, je me suis dit bon, je vais faire un bac S, on verra après où ça peut mener, sans savoir vraiment que c'était ce qui menait vers ce métier. Je me suis vite rendu compte qu'au niveau scientifique c'était compliqué en termes de notes, donc je suis redescendu sur terre. C'est le cas de Et le dire, ouais. je garde mes passions, je les observe, mais c'est vrai que ça aurait été un rêve, vraiment. Ok. Ouais, c'est. Non, l'astronomie, ça m'intéressait aussi quand j'étais jeune, mais c'est juste que, en fait, tu vois, quand tu es au lycée ou autre, je pense que personne ne sait ce que c'est que l'astronomie, quoi. Enfin, Oui, tu oui. vas le voir le conseiller d'orientation, tu lui diras, ah, tiens, l'astronomie, ça m'intéresse. Tu veux pas plutôt être dans le commerce? Parce que c'est plus simple, quoi, tu vois. Enfin, mon gars, tu vois, c'est. Ouais. Donc, je pense que aussi, tu vois, en termes d'inégalité sociale, c'est l'accès à l'information. Oui. Et que je pense qu'il y a dans certains cas, les conseillers d'orientation que je défends de manière très générale, eux-mêmes sont conditionnés. Eux-mêmes, je pense qu'ils doivent être limités en fonction de là où ils sont, en termes de possibilités. Mais je vais vous dire, je pense que que même les personnes qui ont plus de moyens, on va dire ça, plus de moyens financiers, un bagage culturel qui est peut-être plus important ou autre, je pense qu'ils ont le même souci, mais à l'inverse. C'est-à-dire que on va leur proposer un panel soit de domaines, de métiers ou d'études à suivre, parce que en fonction de la classe dans laquelle ils sont, vaut mieux que tu fasses ça. Non, tu peux pas faire pâtissier, tu peux pas faire. Oui, Ah oui. oui, Tu ça vois, fonctionne aussi dans l'autre ça sens. Ça fonctionne bien aussi sûr. dans l'autre sens. C'est-à-dire Ouais, que quand ouais. tu es. Et je vous dis ça parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes qui, ouah, les parents, avocats, médecins, Ouais. tout ce que tu veux. Et en fait, ils conditionnent leurs gamins à être médecin, à continuer un peu sur la même voie. Alors, pas tous, hein, mais en tout cas, ils sont conditionnés et donc il y a certains métiers, c'est pas pour eux. Par exemple, les métiers artistiques, pour beaucoup, ouais, tu vois, c'est mon gars. C'est dur, quoi. Attends, j'ai travaillé, je suis médecin, je gagne tant par mois. C'est pas pour que tu deviennes, tu vois, peintre ou humoriste ou tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, moi, je fais pas, enfin, j'ai pas bossé autant pour ça, quoi. Donc, je pense que dans l'inverse aussi, ça joue. Oui. Et qu'il y a des rêves qui peuvent être abandonnés pour entrer dans une case plus raisonnable. Et d'où les statistiques conséquentes de reproduction sociale, etc. Où je pense que ça alimente aussi à ce niveau. Ouais, totalement. Kenza, tu retires? Tu t'y attendais pas, celle-ci. Non. Tu t'es dit, ça y est, moi je suis passé. J'ai eu Uchronie. Tu préfères partir de rien avec la rage ou avoir tout sans mérite? Alors, bon, si je devais répondre comme ça, cash, je préfère la première, hein, partir de rien avec la rage. Mais- Parce que avoir tout sans mérite, je sais pas, mentalement, j'aurais plus de mal, je pense. Mais après, dans la vie, je pense que c'est plus facile aussi. Mais à choisir, je préférais partir de rien et construire tout ce que j'ai brique par brique que avoir tout sans rien n'avoir fait, en fait. Mais bon, je pense que ça dépend. Il y a des personnes peut-être qui aussi ont eu un parcours très difficile dans la vie et à choisir avoir tout. Hein. Mais en Ouais, tout cas, à titre personnel, je préférais faire mon propre parcours, partir de rien et puis construire tout de moi-même. Ok. Moi, j'ai juste la question, c'est la rage envers qui? Moi, la rage la rage de réussir, la De rage de vaincre. vaincre, Ouais, la niaque. Ok, la niaque. oui. Ouais, ok.
Oui, parce que L'œil du tigre. le fameux. Ouais, parce que je me demandais instinctivement si c'est la rage, entre guillemets, envers le système ou je sais pas quoi. Oui, Ça va non, pas c'était t'aider, c'était pas la rage dans ce sens-là. Ouais, c'était la Ouais. rage. Oui, bah oui, je pense que la première, ouais, en fait, je pense que la deuxième, t'as limite un syndrome de l'imposteur, quoi. Au bout Ouais. d'un moment, Ouais. tu te dis, ouais, J'ai tout, mais qu'est-ce que j'ai accompli? Déjà, je pense enfin, en tout cas, c'est mon cas, mais des fois, on l'a quand même, malgré tout. De Oui. Le syndrome de Ah, l'imposteur. le syndrome, ouais. 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 Oui, oui, c'est sûr, c'est clair. À un moment donné, surtout quand c'est pas ton environnement de base, tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment à ma place, quoi? Est-ce que c'est Ouais, c'est vraiment ça. fait pour moi? même quand tu réussis. Encore plus, justement. Enfin, Ok, moi, intéressant. c'est beaucoup mon cas, justement. J'estime pas avoir réussi, Ah, ok. mais parfois, je me dis, je suis un peu un imposteur quand même. Mhm. Ok. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est une sensation, en fait. C'est une sensation et je me dis, bah, peut-être que je suis arrivé à un niveau où, alors, j'imaginais pas forcément, même en termes Hmm. d'études, parfois même en termes d'ouverture d'esprit, je me dis, bah, je suis peut-être un imposteur, peut-être que j'ai souvent cette réflexion-là où Ok. j'ai pas l'impression de forcément mériter. Pourtant, tu Ouais. as travaillé pour, Ouais, mais tu as bah, quand oui, même cette j'ai- impression. J'ai toujours cette impression, ouais. D'accord. Même si je sais que j'ai travaillé pour, c'est entre les deux côtés, tu as travaillé pour, tu Mais mérites. c'est dû à quoi, à ton avis, cette réflexion, cette pensée-là? Est-ce que c'est dû justement comment, à ton origine sociale, je sais pas, à ton parcours, c'est dû à quoi? Peut-être à mon parcours, ça a été difficile, en tout cas post-bac, où j'ai galéré 2 ans, par exemple, où je savais, bah, j'avais eu tous mes vœux admission post-bac refusés, donc ça met une claque. Et après, bah, j'ai réussi à rebondir de moi-même, mais je me disais, bah, si on m'a pas accepté, si on voulait pas de moi, c'est que peut-être que je le méritais, en fait. Enfin, et du coup, bah, on se bat pour y arriver. Je suis fier de moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que parfois, bah, je me dis, bah, peut-être que j'ai fait plus et que j'en méritais pas autant. Que des fois, je me dis, bah, je vois des gens qui travaillent pour, qui charbonnent et qui sont pas forcément heureux. Et je me dis, bah, eux, ils méritent en fait. Donc après, je pense que c'est un questionnement où j'ai pas encore toutes les réponses. Bon, tu les auras, je pense, au fur et à mesure. Oui. Ouais. Je t'invite à reprendre une. Ok. Toi aussi, t'as été surpris. Ouais, complètement. Survie sociale. Ah. Une stratégie d'adaptation sociale. Alors, voilà. Si tu veux que je précise la question ou c'est bon? Je pense que c'est bon, mais. Vas-y. Bon, alors, Euh, si c'est bon. Une stratégie d'adaptation sociale, oui, dans le sens où on s'adapte en fonction de l'environnement où on est, en fonction de. Enfin, peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais des fois, parfois, on peut se moquer de moi, mais j'ai une manière de répondre au téléphone en fonction avec qui je vais parler. Peut-être que ma voix va changer également, donc je me dis que je m'adapte. J'essaye de m'adapter, d'avoir des codes également qui correspondent. J'aime pas, entre guillemets, être trop dedans, parce que j'aime quand même garder ma personnalité. Mais parfois, je pense malheureusement, on est obligé d'adopter une stratégie sociale qui colle avec les cases prédéfinies. Ok. Est-ce que ça vous est arrivé justement de faire preuve d'adaptation pour être, entre guillemets, dans cette survie sociale et de faire bonne figure? Moi, je pensais plus dans un cadre professionnel. Ouais. Mhm. Ouais. C'est vrai que, bon, des fois, il y a des petites adaptations. Mais bon, après, enfin, pour moi, ça va avec, on va dire. Ça va avec le contexte. Voilà, tu es au travail, il y a des petits... Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas. Mais bon, après, ça dépend peut-être des contextes. C'est pas le plus difficile, en tout cas. Par exemple, le travail, ça va. Ok. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'avec le temps, j'ai appris plus à me dire, enfin, je vais pas me conformer à quelque chose, quoi. Enfin, entre guillemets, enfin, ouais, on peut pas plaire à tout le monde, surtout aujourd'hui dans l'environnement social dans lequel on vit. Donc je me dis, bon, si j'ai le crâne rasé et que ça plaît pas, bah, on s'arrête, hein, c'est tout. Hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. En plus, si je parle allemand, alors t'imagines.
J'avoue que là, tu remplis des cases qui sont pas forcément les J'aurais plus- dû dire le crâne rasé, je le regrette maintenant. Ilias? Ouais. Alors, défi. Termine la phrase. Chez moi, on m'a appris que... Je vais réfléchir. Chez... Chez moi, on m'a appris qu'il était souvent nécessaire de se tromper. Ouais, je dirais ça. Qui est souvent nécessaire de se tromper, qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer de faire des choses. Et que c'est justement en se trompant qu'on arrive à affiner son chemin. Moi, c'est ce que je dirais. C'est que on est sûr de ne rien apprendre si on prend aucun risque. Certes, en prenant des risques, on se conforte à l'échec et à des choses compliquées, mais c'est justement à travers l'échec qu'on apprend des choses. C'est justement en se trompant qu'on apprend à se forger une personnalité, à se forger également de la discipline. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation, mais la motivation, je suis très strict là-dessus, mais ça sert à rien, j'estime. Si on est motivé et qu'on n'a pas de discipline, bah, on se dit chaque matin, je vais faire ça. Et quand il est 14h, bah, je le fais demain. Et c'est là où c'est assez piège. Donc ouais, je dirais qu'il faut même savoir savourer l'échec, peu importe la circonstance. Ok. Ce que je vous propose, pour finir, on va faire un petit jeu. Ok. Ce petit jeu, c'est, on le voit souvent sur les réseaux, tout ça, j'essaie de me moderniser. C'est le jeu de la tier list. Alors, le jeu de la tier list, qu'est-ce que ça va être? On va créer ensemble une tier list des inégalités sociales, où chacune et chacun, on va devoir classer un élément du système, une situation, une phrase, un obstacle ou un privilège, selon le niveau d'impact qu'il a sur l'orientation ou la réussite. Ok. Les quatre niveaux de la tier list, c'est facteur propulseur, donc c'est comme son nom l'indique, un facteur propulseur. Un appui partiel, c'est-à-dire bon, ça peut nous aider, mais c'est pas non plus toute la vie. Un frein structurel, ça va être plutôt un frein qui va nous empêcher d'avancer, mais qui n'est pas forcément, encore une fois, un obstacle à vie, mais ça peut nous freiner, nous ralentir dans notre progression, ou carrément l'ascenseur est en panne. Où là, on ne monte pas, il n'y a plus d'escalier, il n'y a rien, on est coincé dans l'ascenseur et il n'avance plus. Ok. Le premier élément, ça va être le réseau des parents. Pour vous, c'est quoi? C'est plutôt un facteur propulseur, un appui partiel, un frein structurel ou plutôt ascenseur en panne? Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de le penser aussi d'un point de vue global et personnel. J'hésite entre les deux premiers. Ok. Facteur propulseur, mais c'est vrai que ça dépend des personnes, du niveau. Ça peut ne pas l'être du tout. Ouais. Pour d'autres. Si je prends un cas personnel, moi, je ne suis pas concerné par ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Donc, c'est vrai qu'il faut voir quel aspect de la nuance qu'on prend. Donc, entre le facteur propulseur et l'appui partiel. Entre les deux. Ouais, j'aurais mis, moi, appui partiel. En vrai, ça peut être entre les deux. Moi non plus, je ne suis pas concernée, mais je sais qu'il y a des personnes qui, grâce à des connaissances de leurs parents, ont pu avoir des opportunités que d'autres ne peuvent pas avoir. Donc, entre les deux. Et à titre perso, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire aussi pour nous. Genre vraiment pour nous, on le met où? Là, par exemple, moi, je le mets sur appui partiel. Tu vois, le réseau de mes parents, ça m'a aidé sur mes premiers jobs. Tu vois, les premiers jobs d'été, etc. D'accord. Ma mère était fonctionnaire, connaissait des gens, petit piston, tout ça. Premier job, voilà. Mais ça, tu vois, je le mets entre appui partiel et frein structurel, quoi. Ouais. Moi, je mets ascenseur en panne. Moi, Hein. pareil, l'ascenseur est en panne. Ouais, pareil. Ascenseur en panne. Ouais. Ok.
Avoir accès à des cours particuliers. Moi, c'est ascenseur en panne. J'en ai jamais eu la possibilité. Ascenseur en panne. Alors, j'en ai eu, c'était par mon frère. Ok. C'était pas facile. Est-ce que ça compte? Alors, ouais, quand Mais, c'est bien de la famille, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais non, sinon, ascenseur en panne. Ok. Alors moi, frein structurel, j'en ai eu en maths, C'est pareil. en terminale. Mais sinon, globalement, je pense que ce sera appui partiel. Enfin, je pense pour la plupart des gens, mais après, Ok. ouais, Mais pour toi, c'est plus frein structurel. Oui. Ok. Ouais. Ouais, j'hésite entre frein structurel et ascenseur en panne. Moi, au lycée, j'avais une prof qui s'était pris des heures en plus pour accompagner un groupe d'élèves qui avaient du mal. Mais c'est pas tous les profs qui peuvent faire ça, quoi. Moi, je l'ai entendu qu'une seule fois dans ma vie. C'était pour moi et d'autres élèves, quoi. Ça m'est arrivé aussi. Prof Ok. de maths qui Bah a ouais, pris bah le temps voilà. au lycée. J'ai eu 3 au bac de maths au final. T'aurais pu avoir 0. Oui. J'aurais pu. Finalement. Là, c'est vraiment pour soi, encore une fois. D'accord, ok. Avoir une pièce à soi pour travailler. Travailler scolairement, je parle. Facteur propulseur. Facteur propulseur. Ouais, je pense que c'est super important d'avoir son espace avec tous les documents que tu as besoin et surtout du calme. Pour moi, c'est primordial. Est-ce que ça a été ton cas? Alors oui, moi j'ai la chance d'avoir... j'ai ma chambre. Chacune de mes sœurs, on a notre chambre. Et chacune, on a fait nos études. Et je trouve ça super important. Okay. Ouais. Appui partiel, puisque j'ai connu les deux, justement. Le fait de, sur une partie du collège, surtout quand je venais d'arriver, de ne pas avoir ma chambre et de ne pas pouvoir justement être posé pour travailler, etc. Et ensuite, une fois que ça évolue, on se rend compte de la nécessité. On se rend compte du luxe. Ouais, voilà, c'est vraiment, ça. De ouf. Vraiment. C'est C'est ça. incroyable. Moi, je sais que c'est frein structurel perso. Parce que toute ma scolarité, j'étais avec mon frère dans la même chambre. Mm. Bon, Ouais. voilà, quoi, tu vois. Et toi, Elias? Un facteur propulseur de. Ouais, moi j'ai eu cette chance-là aussi. Ok. Mais je sais que mon père, il me racontait à l'époque, lorsqu'il était au Maroc, qu'il avait 4 frères et sœurs. Ouais. Pas de chambre. Et leur chambre, c'était. La manière de bosser, ils avaient une planche en bois qui se faisait passer pour justement avoir un support sur lequel écrire. Ah oui, Ah d'accord. ouais. Et point barre. Tu te c'est un démerdes niveau. et tu fais ce que tu as à faire. C'est là D'accord. où tu te dis, on est quand même Oui, bien. oui, Il y a c'est deux mondes. C'est même plus que 2 mondes différents, quoi. Ouais, C'est clair. Je te jure. Alors je sais pas si c'est votre cas. Quoique, toi, des petites sœurs? J'en ai une, oui. Et ouais, ok. Être le ou la première de sa famille à faire des études. Des longues études. Moi, je suis fils unique, donc déjà, je sors du lot. Et non, je suis pas le premier. Moi, j'ai ma mère, du coup, qui a fait des très longues études. Vas-y. Ok. Vas-y. Alors, moi, je suis pas la première, je suis la deuxième. Mais je suis là... Enfin, si je prends mes parents et mes sœurs, je suis la première à avoir eu un master, quand même. Ok, ouais. Donc, c'est vrai que mes parents étaient très fiers. Bon, j'étais très contente, mais... Alors pour mon cas, moi on est deux, je suis le deuxième, donc mais peut-être que ça, je pense que ça l'est en tout cas pour mon frère et moi ça m'a servi de modèle surtout. Ça met la pression quand même aussi, mais après c'est une bonne pression dans le sens où ça motive pour y arriver, donc je pense que ça peut être un facteur propulseur. Ok. Alors, attendez, j'en avais un, je l'ai perdu. Ça arrive. Bon, c'est pas grave, j'en fais un autre, je vais le retrouver. Subir des préjugés liés à l'apparence ou à l'origine. Quand il y a des longs silences, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. C'est juste qu'on réfléchit intensément. Ça ne sera pas coupé au montage, je vous le dis. Parce que la réflexion, il faut qu'elle soit présente. Oh, wow.
C'est à la fois un frein structurel et un appui partiel dans le sens où on peut s'en servir. On peut s'en servir pour les affronter et justement pour montrer que ça nous atteint pas. Euh, bah, Personnellement, ça m'est arrivé justement, je pense, dans les deux cas, surtout à l'époque où je venais d'arriver en France métropolitaine. Donc j'arrive au collège en sixième. Pas mal d'élèves se connaissent. Moi, j'arrive. En plus, je sors des Antilles. J'ai mon accent. On se moque de moi, quoi, directement. Donc, c'est un peu bizarre. Après, j'ai pas été atteint et je m'en suis servi. Et après, je me suis dit, bon, s'adapter. Kenza. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je l'ai pas vraiment subi. Enfin, je l'ai ressenti pas comme quelque chose de. Enfin, je sais que ça existe, mais à titre personnel, je l'ai pas vraiment ressenti. Donc pour moi, voilà, ça a été. Ok. Ouais. Ouais, titre perso, facteur propulseur. C'est très bizarre, je sais. Mais Ouais, non, c'est- ouais, ça me donne envie de pousser l'objectif jusqu'à ses limites, quoi. Donc ça me donne limite une micro-raison en plus. Donc pas dans un esprit revanchard, faut pas que ce soit mal placé non plus, mais C'est quand même source de motivation. ouais, Ouais, je me dis, et si, justement, j'arrivais jusqu'au bout. ouais. Le dernier, le regard des profs. Hey, Aïe, aïe, aïe. est-ce que c'est un facteur propulseur ou est-ce que ça a été un facteur propulseur, un appui partiel, frein structurel, ascenseur en panne? Ah, ça sort en panne de fou. Ah, franchement, je sais pas si c'est le regard des parents, le regard des profs le plus dur à l'époque, au lycée, au collège pour moi, mais c'est... Ouais, on pourrait c'est une mettre violence. / regard des parents, regard des profs. Je pense que le regard parents. des profs était encore plus dur, parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, limite, c'est tes profs qui te voient plus que tes parents. Oui. Donc, c'est tes profs qui ont limite une vision plus intimiste, pour dire ça comme ça, de toi et ton travail. Donc, je dirais, ouais, c'est très, très, très violent. Alors, il y a des profs qui sont d'excellents pédagogues, hein, qui savent vraiment également comment te rebooster, mais il y a des profs où, malheureusement, ils n'avaient pas cette douceur instinctivement de dire, bon, voilà, là, tu t'es complètement foiré, mais il y a la prochaine. Non, parfois, c'est, bon, à l'année prochaine. Ouais, Tu vois, t'es nul. Ouais, voilà, c'est ça, c'est, bon, merci. Allez, parfait. Ouais, je suis d'accord pour les profs, ça dépend certains. Après, le regard des parents, en tout cas pour moi, il était plus important que le regard des professeurs. C'est vrai que le regard des professeurs, ça comptait parce que voilà, on échangeait, mais pas plus que ça pour Ouais. ma part. Ouais. Moi, c'était vraiment mes parents pour le coup. Ok. Je peux te poser la question du coup. Le regard des profs. Non, Ah. mais en vrai, j'ai toujours été indifférent. Je sais que parfois, on peut pas plaire à tout le monde, donc et chacun. Elias l'a très bien expliqué. Certains ont plus de pédagogie. J'ai connu des profs qui taillaient pour tailler. D'autres qui étaient plus dans la bienveillance. Donc après, moi, ça m'était égal. L'important, c'était mes proches, mes parents et essayer de faire Après, ce que tu dis, tout le monde n'a pas le même recul, quoi. Il y en a qui Oui. justement, le regard des profs, c'est tellement important. Oui, bien sûr. Et puis, il y a, je pense qu'il y a toujours des petites phrases Oui, des tu vois, fois. de profs qu'on a reçues, même si on se dit, oh, on s'en fout, mais des phrases qui sont restées, quoi. Oui, je pense que Ouais. ça a pu Positives comme marquer. négatives, Oui, hein, qui c'est nous ont vrai. marqué C'est et vrai. qui... C'est vrai. Je préfère retenir le positif parce que j'en ai eu après, surtout en études supérieures. Mais c'est vrai que oui, parfois, je pense qu'il y a des choses négatives et peut-être qui jouent, si je reviens sur le syndrome de l'imposteur, qui joue dessus. Ouais, c'est vrai. C'est pas impossible. Totalement. Pour finir, je vous propose une dernière chose. L'idée, là, c'est ça fera office de conclusion personnelle pour chacune et chacun. L'idée, là, c'est de... tiens, justement, c'est très bien, on en a parlé. Dans ton parcours, enfin, dans votre parcours, vous avez sûrement croisé des mots qu'on vous a collés, des identités, des contradictions aussi que vous avez eues. Là, l'idée, pour finir,
c'est de penser à une étiquette qu'on vous a collée, d'accord, mais que vous avez décidé malgré tout de garder avec fierté, parce que finalement ça a été probablement une force ou quelque chose sur lequel vous avez joué et qui a fait que vous avez pu rebondir ou autre. Donc ça fera office aussi de petite conclusion. Je vais commencer. On est toujours en train de réfléchir. Hein. Là, c'est le podcast méditation en même temps. ouais. Bah vas-y Kenza. Moi, pour ma part, c'était première de la classe. On me le disait tout le temps. Et je me rappelle quand j'étais en primaire, je détestais qu'on me dise ça, en fait. Parce que je le prenais pas bien. Ah ouais. On disait toujours première de la classe. Et même anecdote, là, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai dit à une amie à moi que j'étais majeure de promo, elle m'a dit « Mais de toute façon, tu as toujours été forte en classe. » J'ai dit « Oui, ok, c'est vrai. » Mais c'est vrai que quand j'étais jusqu'à post-bac, je le prenais pas très bien. C'était péjoratif pour toi ? Oui. Toujours, on me disait ça, mais c'était sur un ton... Ouais, de toute façon, toi, Ouais. t'es la première de la Ouais, classe. C'était un peu ça. Et avant, non, Toi, je le prenais Kenza, pas. t'es le genre d'élève à dire ouais, non, mais là, j'ai foiré. Voilà. 18. Ah. Non, mais... Bon, des fois, mais pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'étais jeune, franchement, j'aimais pas. Mais bon, après, en grandissant... Je dis, bon, bah, j'ai réussi, tant mieux, je suis quoi. première. Hein. Là, j'ai réussi, je suis contente, hein, je suis fière de moi. Et puis voilà, mais c'est vrai que quand j'étais avant, non. Ok. Ilias, Quentin ? C'est drôle parce qu'on m'a jamais réellement collé une étiquette. Alors, c'est venu avec le temps. Je dirais peut-être l'étiquette qu'on m'a collée, c'était plus, entre guillemets, il n'y a pas de terme précis pour qualifier ça, c'est plus une attitude de celui qui en faisait trop, entre guillemets, au bout d'un moment. Ça veut dire celui qui pousse l'ambition jusqu'à un point où, en fait, lâche le truc, quoi. Genre, c'est bon, t'es lâche. Et à un moment donné, c'était vraiment plus un stade où ça devenait un inconfort, où je me sentais mal à l'aise de faire trop, entre guillemets, parce que j'avais l'impression que c'était trop aux yeux des autres, où les gens se disaient ça crée un espèce de malaise de il est encore sur son projet, il est encore sur son truc, lâche, c'est bon, vas-y, t'inquiète, tranquille. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, ça va être mon truc, pas de problème, je ferai plus longtemps, pas de souci avec ça, quoi. Donc je dirais plus ça. Ok. Parfois, peut-être trop dissipé. Ça m'a toujours suivi et au final, je suis comme ça. Donc, si je me sens bien dans un environnement, parfois je peux être dissipé, mais ça me permet de bien faire les choses, de les faire avec ma personnalité, ma manière d'être. Donc, ça, tu t'en es servi par la suite. Oui, complètement. Et c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise en fait dans ce que je fais. Donc, je m'en sers. Ok. Pour répondre à cette question, moi, c'est l'instabilité. C'est tu sais pas ce que tu veux faire, nanani. Si, en fait. Enfin, dans mon instabilité, j'ai trouvé une forme de stabilité parce que j'essaye, je tente, je suis curieux, etc. Et aujourd'hui, en fait, je suis bien. Je suis bien et au contraire, maintenant, les gens se disent « Ah, c'est bien, tu fais plein de choses. » Ouais. Et quand il y a 15 ans, je faisais plein de choses, on me disait « Ah, t'es perdu, tu sais pas ce que tu veux faire. » Donc, finalement, ça change et ça évolue avec le temps. On est déjà à la fin de cet épisode. Ça passe super vite. Ça passe très vite. Ça passe très, très vite. Je vous avais dit quoi ? C'est vrai. Je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, ça va passer très vite. Les 10 premières minutes, on se dit « Oula, alors où je suis ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais dire ?» Finalement, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on discute, on échange, ça passe très très vite. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, il y a encore plein de choses. Peut-être qu'on fera un épisode 2, une partie 2, à voir, pourquoi pas. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence. Merci aussi pour les échanges, pour les témoignages sur lesquels je pense que beaucoup vont se reconnaître, je pense. Quel que soit le parcours, quel que soit, je dirais, l'inégalité subie. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. C'était un très très bel épisode. Major de promo en plus, on a une major de promo qui est là. Pour celles et ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent, la première des choses que j'ai à vous dire, c'est liker,
partagez, commentez, partagez aussi vos anecdotes. Vous avez peut-être subi des inégalités, vous êtes peut-être reconnu aussi dans certaines anecdotes. Donc partagez ça en commentaire, ou en partageant sur vos réseaux. Et comme je le dis tout le temps, le podcast Désorienté, c'est ça. Ce sont des moments où on échange, des parcours différents. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours, quel qu'il soit. Il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de parcours qu'on a envie plus qu'un autre. Chacune et chacun a son parcours et c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on a envie de confronter. Là, on se rend compte qu'on a des parcours totalement différents. Et si vous avez envie de participer, si vous avez envie de témoigner, de proposer vos anecdotes ou autres, contactez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et pourquoi pas se réunir comme on le fait là, tous ensemble, à 4. On discute, on échange sur une thématique et voilà, on refait le monde un peu de l'orientation et pourquoi pas aussi inspirer celles et ceux qui nous écoutent. Merci à vous, merci à toutes celles et ceux. Oula, ça ne sera pas coupé au montage, ça, mais ça arrive de se tromper. Donc merci à je la refais. Merci à toutes celles et ceux ça va le faire. À toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et merci à tous les trois d'avoir été présents et d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Au plaisir. Merci et à la prochaine.